Écoutez, je suis ravi qu'on soit tous là à peu près à 10 heures au rendez-vous. Voilà. On va prendre un petit chemin, on va monter vers Aix-et-Rival. On va commencer par tout petit, du roman très tardif. Et puis après, on ira voir beaucoup plus joli. Mais ce que je disais dans la voiture à mes passagères, c'est que vraiment, il ne faut aucun effort pour ouvrir les chapelles. Il y en a 3 ou 4 qui ont des peintures à l'intérieur qui sont très belles, notamment celle qu'on va voir là, à Sainte-Cerny, là, après Aix-et-Rival, là, on va à Sainte-Cerny. C'est voilà. Oui, c'est trop tôt dans la saison. Il y a un caméraman qui a déjà reçu une coupe. Ah ouais. Bien sûr. Ouais, une coupe. Ah ouais. Allez, souriez-moi, qui a participé? Nous, on est en Et elle est romane, mais elle est romane parce que les Andorrans ont décidé de construire du roman encore très très longtemps après la fin de la période romane. Celle-ci, c'est 16e siècle, 15e, 16e siècle. Donc vous imaginez, donc ils ont construit ça sur le modèle roman, avec il y a une derrière une abside, avec la nef rectangulaire, avec des caractéristiques romanes, mais celle-ci, donc Sampere d'Aix-et-Rival, ça se prononce Aix-et-Rival, voilà. Et donc, mais elle est caractéristique du semis des petites chapelles partout, dans tous les villages. Donc, lorsqu'a eu lieu la consécration de la cathédrale de la COD Urgell, les paroisses et les églises ont rendu hommage, comme ça se faisait à l'époque, comme ça peut se faire toujours d'ailleurs, en milieu du 9e siècle, 850 par là. Donc le village existait déjà. Alors il y avait sûrement quelque chose, il y avait sûrement une chapelle, il n'y a pas eu de fouille de fête, il n'y a pas eu de départ, mais la grosse légende d'Andorre, c'est la victoire de Charlemagne. Un Andorran a décidé, avec 5000 de ses hommes, d'aller prêter coup de main à Charlemagne lorsqu'il essayait de faire refluer à l'Andalous les Sarrasins vers le sud. Donc 5000 de ces hommes andorrans, dirigés par, comment il s'appelle, Alméjoudar, avec un nom qui a un nom d'ailleurs bizarrement un nom sarrasin, un nom Alméjoudar, donc qui a accompagné ces hommes et qui a prêté un coup de main. Et donc Charlemagne aurait accordé au peuple andorran la souveraineté. Voilà, ça c'est la légende, mais une légende qui s'est incrustée dans l'hymne national. L'hymne national andorran, c'est Charlemagne, toi qui nous as sauvés des Arabes. C'est un extrait de l'hymne national andorran. Donc c'est une légende qui a perduré quand même, hein, qui est tenace. Mais c'est une légende. Il faut la prendre pour telle. Il y a peut-être des choses intéressantes à prendre autour. Ce qui est plus avéré, c'est qu'après, le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, a donné la vallée de la Valira, ça s'appelait pas encore Andorre, mais la Valira, au comte d'Urgell, qui a ensuite été absorbé par le comte de Barcelone. Parce que la naissance de la Catalogne, c'est ça aussi, c'est plein de comtés. Hein, je parle de Besalú, je parle du comté de Gérone, je parle du comté. Tous ces comtés-là se sont peu à peu agrégés sous la houlette du comte de Barcelone, puis sous la houlette du roi d'Aragon et de Catalogne pour s'agréger ensemble. Ici, il y a une histoire particulière parce que
il y a une forme de résistance, alors qui n'est pas une résistance au sens où on l'entend, résistance armée, non, on ne veut pas de vous, on ne veut pas des puissants, on ne veut pas des seigneurs. Non, c'était pas, voilà, il ne faut pas, peut-être pas avoir une vision trop marxiste de l'histoire, c'était simplement que les Andorrans tenaient à leur patrimoine, et en particulier à ce patrimoine ecclésial, puisque entre le 9e et le 10e siècle, ensuite, se sont créées toutes ces chapelles, toutes ces églises qu'on va voir, qui ont été créés, et ça les historiens sont à peu près d'accord pour le dire maintenant, par les fidèles et par les prêtres eux-mêmes. Ce n'est pas des seigneurs ou des comtes qui ont dit on va construire une église, on va financer. Ça a été construit par les, semble-t-il, par les fidèles, mais peut-être pas par n'importe quel fidèle, par une couche supérieure, ce qu'on appelait, ce que les historiens appellent en Catalogne et par ici aussi, les boni homines, c'est-à-dire dans le Nord, on appelle ça les coqs de village, vous voyez, les hommes puissants, les familles puissantes dans les villages, qui ont décidé de s'approprier les églises, mais pas que les églises, puisque comme je vous l'avais dit dans d'autres références, dans les Pyrénées centrales et en Ariège, autour de l'église, il y avait les vignes, il y avait les jardins, il y avait les bois, il y avait les champs, il y avait, enfin les champs pas trop ici, mais voilà, donc il y a tout ça avec l'église. Et puis il y a les dîmes. La perception des dîmes. Posséder une église, ça veut dire pouvoir obtenir la perception des dîmes. Et il semblerait que la perception des dîmes ait été une dimension économique très importante de l'Andorre à l'époque, hein, au Xe, XIe, XIIe siècle. Et l'évêque d'Urgell ne s'y est pas trompé. Après, c'est le comte de Barcelone, à peu près au tournant du millénaire, un peu avant l'an 1000, a donné à l'évêque d'Urgell le fief d'Andorre, avec toutes les églises, toutes les paroisses, etc. Et ensuite, les paroissiens ont été... Alors, puisque vous avez vu, hein, il y a des affiches parochia d'Enkamp, parochia, vous avez pu voir sur le chemin, l'organisation administrative d'Andorre se fait toujours en paroisse. C'est ça qui est très étonnant. Avant même, et donc petit à petit la principauté, enfin ça ne s'appelait pas encore la principauté, enfin Andorre est arrivée aux mains de la couronne de France. Ouais, c'est ça. Et petit à petit donc, par contre, au moment de la Révolution, en 1789, la République, les républicains, enfin les révolutionnaires ont dit non, nous on n'en veut pas, c'est une survivance féodale, on ne veut pas d'Andorre. Mais Napoléon est passé par derrière et a dit on va quand même garder ça. Voilà. Et donc Napoléon a rétabli la souveraineté de la couronne de France sur l'Andorre. Ce qui fait qu'on a toujours... Donc c'est un accord qui date de 1278 quand même. Alors, quand je vous parle de l'accord de 1278, c'est entre l'évêché d'Urgell, donc qui est plus bas, hein, quand on descend la Valira, là on est à, je sais pas, à 20 ou 30 km de COD d'Urgell, hein, plus bas. Donc entre l'évêché d'Urgell et le comte de Foix, il y a eu un accord de paréage. Paréage, ça veut dire on partage exactement en deux tous les droits. Perception des dîmes, perception des récoltes, perception de... voilà. Tous les droits sont partagés, y compris l'obligation des habitants de porter les armes une année sur deux, une année avec l'évêque d'Urgell, une année avec le comte de Foix. Voilà. Alors pourquoi c'est une histoire étrange en Andorre? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé, qui ne s'est pas cristallisé ailleurs. Et ce que disent, là où les historiens sont unanimes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette couche supérieure de la paysannerie, ces boni homines, ces puissants de chaque village, qui ont décidé, malgré tout, mine de rien, de garder leur paroisse, de garder leur église, de garder la perception des dîmes, mais là il y a moins de traces, apparemment il y aurait moins de traces, mais tous les droits afférents à la paroisse, c'est-à-dire les récoltes, tout ça, étaient quand même en grande partie récupérés par les communautés locales. Voilà. Donc les paroisses...
Ouais, ouais. Ça. Ça va le nez fait. On va se retrouver sur YouTube. Oui, t'as déjà le nez, Ah oui. t'as déjà le nez cassé. C'est vrai. San Giuliano. Oui, oui, moi j'ai dit ça va. Ah, fíjate Adela que le han dicho que no. Pues tendría que venir uno a enseñaros la ermita, que es lo más normal para los turistas. Antes tenían, lo que pasa, aún no es la época. En verano sí que hay. Estamos ya en mayo, estamos ya No, pero es a partir de junio. claro, lo normal. Il y a une bourrasque qui est arrivée là. Alors, donc j'essaie de vous dire que donc celle-ci est vraiment, elle fait partie vraisemblablement de cette vague de construction des églises. La lluvia. Elle fait vraiment partie de la vague de construction dont je vous parlais tout à l'heure, de construction des églises au 9e et 10e siècle, construites par les paroissiens eux-mêmes, enfin par la couche supérieure de la paysannerie du coin, des villages. Donc celle-ci, elle fait vraiment partie et elle est vraiment très belle. Elle a l'acte de consécration, donc je vous le disais tout à l'heure pour ceux qui peut-être l'avaient pas entendu, l'acte de consécration a été retrouvé sur l'autel, enfin dans l'autel, inséré dans la pierre d'autel, dans un reliquaire qui est tout à fait exceptionnel. Hein. C'est vraiment un document extrêmement précieux, qui est donc consécration en 1055, oui, 1055. Consécration en 1055. Ce qui interroge, alors architecturalement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est vraiment une nef charpentée, hein, il y a pas de, là il y a pas, elle n'est pas voûtée, à l'intérieur c'est une nef charpentée avec une abside semi-circulaire, mais un berceau, une voûte en berceau au-dessus de cette abside semi-circulaire. Pas une voûte en cul-de-four, une voûte en demi-berceau. Ce qui est très précieux à l'intérieur, ce sont les peintures. Et bizarrement, il n'y a aucune peinture à l'intérieur de l'abside, hein, puisqu'on retrouve les peintures, vous savez, au cul-de-four, c'est-à-dire en haut de l'abside, ou alors au tambour de l'abside. On retrouve les peintures en général à cet endroit-là. Là, non, elles sont à l'arc triomphal. L'arc triomphal, c'est l'arc qui sépare l'abside de la nef. Donc on en verra beaucoup aussi à Santa Coloma jeudi matin. Et ces peintures sont très énigmatiques parce qu'elles sont, elles ont d'abord été qualifiées de pré-romanes parce que d'une facture très... Les sons. Putain. Ah non, pas les sons. Mais en plus, sur commentaire. Alors moi, je vais prendre une photo parce que c'est trop beau. Trop beau. Ah, oui. Pas pour péter. Parce que Ah, pardon. Non, non, non. Ah oui, vas-y, t'es très bien sur la photo. Seul le clocher a été conservé, le reste de l'église a été totalement...
ceci dit, à l'intérieur, vous avez des éléments romans. Vous avez notamment, je crois qu'il y a un fond baptismal, et puis vous avez la fameuse qui est exposée à tous les balcons là, la Vierge de Canoliche qui est exposée là-bas, qui est exposée enfin, voilà. Donc ça c'est. De 1164 ici, donc relativement tardif par rapport aux autres. Comme les autres aussi, elle est l'héritière de ces constructions du 9e, du 10e siècle, quand les paroissiens et les boni homines, les puissants dans les villages, ont décidé de construire leur église. Encore une fois, c'était un fait religieux. Il fallait conquérir le territoire. Les morts n'étaient pas très loin et n'étaient pas partis depuis si longtemps que ça. Donc c'était une manière de conquête du territoire, mais c'était aussi une manière de récupérer, parce qu'il y avait un domaine autour, Et ce qui s'est passé après, alors je n'en ai pas trop parlé hier, parce que c'est une affaire un peu complexe, bon, j'ai relu des choses, il y a des choses un peu contradictoires. Il y a eu 2 concordats signés juste avant la consécration, justement, c'est ça qui est un peu troublant, juste avant la consécration ici, en 1162 et 1176, entre les comtes de Barcelone, comte d'Urgell, comte de sa croix, la fameuse croix de Saint-André, la Vierge, ici on a avec ses clés Saint-Pierre, voilà, on a bien sûr Saint-Pierre. C'est bien, vous commencez à connaître votre leçon. Ici, on a Saint-Paul, qui a souvent un rouleau ou des écrits à ses côtés. Ici, on a Saint-Paul, et ici, on a Saint-Jacob, enfin Saint-Jacques. Jacob, là, vous voyez, ils sont marqués, Saint-Paul, vous voyez, c'est marqué Paul, Jacques, ici, attendez, ici c'est Pierre, bon on le reconnaît avec, mais je pense que voilà, il y a marqué Petrus, voilà, P-E-T-R-U-S, c'est marqué de côté, bon Maria, et puis André, alors c'est pas marqué, mais reconnaissable à la croix de Saint-André. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, cathédrale de Saint-Dizier, c'est très reconnaissable. Alors il y a des choses très reconnaissables, j'en ai cité quelques-unes, il y a les 3 points, les points sur les, je sais pas si, les points sur les joues et le point sur la. Donc ça c'était, voilà. Est-ce que c'était vraisemblablement c'était ça. Voilà. Pour se signer, donc on laisse une trace parce qu'on se signe. Voilà. Donc il y a surdimensionné, vous voyez les pieds surdimensionnés, flottant dans. Alors, oui, ça flotte. Alors que non, il y en a d'autres peintres qui ont bien posé, pour lesquels c'est bien posé. Mais le maître de Santa Coloma vraisemblablement avait ce style de pied. Après, dans les draperies, dans la façon dans la graphie des draperies, on retrouve aussi des éléments. Donc les spécialistes de l'iconographie romane
Et Dieu sait s'il y en a, hein, il y en a beaucoup. Il y a un centre de recherche à Saint-Michel-de-Couchal, là, dans les Pyrénées-Orientales. Il y a il y a vraiment des études très sérieuses. Il y en a un qui est pas très loin de chez nous, que moi j'aime bien, que j'ai beaucoup consulté, c'est il y a Serge Brunet et puis il y a je retrouverai son nom, c'est pas Voilà, le mur original, c'est le mur qui est derrière la tour. Là, la tour est la plus haute, certainement la plus belle. Hein, vous allez voir avec celle de Santa Coloma demain, celle de Santa Coloma est arrondie. Oui. Elle est très originale. Oui, c'est vrai. Et celle de Santa Eulalia est la plus haute, elle est très belle, hein, vraiment dans la tradition des tours romanes. Des églises romanes d'Andorre, vraiment qu'on peut retrouver aussi de l'autre côté ariégeois, à Mérins-les-Bains. Hein, vous avez une jolie tour aussi de ce style-là, plus petite, hein, et vous allez voir celle d'Engolasters aussi. Moi, je la trouve très jolie parce la tour est presque démesurée par rapport à la taille de l'église. Oh là là, elle est magnifique. Alors, c'est une église aussi qui fait partie de la tradition de création des églises du 9e et du 10e siècle, donc, mais elle a été totalement reconstruite, mais pas que maintenant, je pense qu'elle a été totalement reconstruite au fil des siècles. Alors, il y a eu des fouilles là qui ont été, je vais vous l'orienter, voilà. La tour est là, donc l'abside était là, était toute proche, l'abside était donc orientée à l'est, toute proche de la tour. Toute proche de la tour. Et alors ils ont retrouvé des pavages donc de l'église initiale et surtout donc du côté là juste devant, donc ça se situerait là devant en dessous, ils ont retrouvé des sépultures, donc il y avait la trace du cimetière initial qui se situait donc au pied côté sud-est de du clocher. Voilà le C'est le bras qui a été réparé, tu vois, il l'a bien réparé l'épaule. Bon, il m'a dit. Ah, il me semblait bien que c'était plus accueillant. Ouais. C'est qui veut un verre pour le vin? Bon, je suis. Est-ce qu'il y en a qui veulent un verre? Ça y est, c'est bon. Non, merci. Tu veux un verre? Il reste pas beaucoup, tu peux en avoir autre. Non? Oui, la bouteille, c'est parce que bon. Désolé. Il reste pas grand-chose à part. Non, maintenant, du premier roman méridional, ce sont ces cailloux qui sont taillés au marteau. Hein, tout ça n'a pas été taillé au burin, c'est de la taille grossière au marteau, hein, donc qui servait
qui servaient de construction initiale. Après, dans les reconstructions, il y a des choses qui ont été modifiées, il y a des choses qui ont été retaillées, mais là, vraiment, là, voilà, là, on retrouve le petit, ce qu'on appelle le petit appareil taillé au marteau, voilà, avec 3 petites fenêtres, donc la fenêtre axiale et 2 fenêtres latérales qui symbolisent la Trinité. Voilà. Donc on a à l'est pour Dieu, donc ça vient de l'est, ça vient de Jérusalem, voilà. Et puis donc pour le Fils et le Saint-Esprit, 2 autres fenêtres, puisque encore une fois l'abside c'est le lieu sacré, c'est le lieu qui est le plus soigné. Après petit à petit dans les églises, les choses seront soignées aussi, mais plus tardivement, au Xe siècle, c'était vraiment l'abside qui était le lieu qu'il fallait soigner. Et puis les Andorrans ont aussi particulièrement soigné leur clocher, mais parce que les Andorrans avaient, c'était un signe de ralliement, c'était un repère, c'était un signe on pouvait y monter pour aller vérifier, voilà, comme ce qu'on a dit ce matin sur la surveillance des vallées. Voilà. Les descriptions de visage et de pieds, là on voit, malheureusement on voit pas les pieds, mais les descriptions de visage et de vêtements que je vous ai fait ce matin, on les retrouve là, ce qu'on appelle dans le collège, ça c'est ce qu'on appelle le collège apostolique, le collège des apôtres qui se trouve sous le Christ en majesté. Alors il y a une bizarrerie, alors je sais pas si on va jouer, il y a une bizarrerie dans la partie haute, il y a une bizarrerie. Alors, est-ce que vous remarqueriez, il y a quelque chose qui ne correspond pas forcément, je vais vous mettre sur la piste, aux 4 évangélistes. Il y a quelque chose qui ne correspondrait pas. Alors, on a Saint-Marc, on a Pierre. L'aigle, non? L'aigle, c'est... Dans la partie haute, là, la plus haute, là. Il y a le taureau en bas, il y a le lion. Alors voilà, il y a l'aigle, il y a le taureau, il y a le lion, mais... Il manque Matthieu, et Matthieu a été remplacé par Saint-Michel. On a Saint-Michel. On a Saint-Michel. C'est quand même très facile pour moi, un groupe aussi, aussi sympa, aussi bienveillant à mon égard, à l'égard de tout le monde. D'ailleurs, tout le monde est bienveillant avec tout le monde. C'est très simple d'organiser des choses. Voilà. Écoutez, ça me plaît et vous êtes adorables. Voilà. Merci. Alors, il y a peut-être une idée derrière parce que Thomas avec ses chaussettes. La montagne. Joli, hein? Ah ouais, voilà.
sur le côté, vraiment. Parce que l'abside est là. Dans toutes les églises, on trouve un Christ en majesté, en plein centre, c'est une scène de l'Apocalypse, qui est Christ en majesté qui est là, avec une double obligée. On voit par exemple la symbolique, avec les trois points, et l'alpha et l'oméga. Le début de la fin. C'est les archanges. Avec Michel. C'est Michel et Gabriel. Oui, c'est ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.